Soyez les bienvenus tous les deux, merci d'ouvrir ce débat. La vie affective des personnes handicapées, c'est une question qui visiblement suscite beaucoup d'interrogations auprès de la communauté des personnes handicapées. Vous avez connu l'avant, vous avez connu l'après, on peut parler de deux vies différentes? On peut parler de deux vies différentes. Moi, ce qui me frappe, c'est qu'on se satisfait toujours plus de sa situation que celle de l'autre. Lui préfère la sienne et moi je préfère forcément la mienne. Si je parle à mon voisin tout à l'heure, je pense que ça sera la même chose. Donc ça, c'est une des grandes remarques que j'ai faites. Alors effectivement, mon parcours n'a pas été le même. Vous occupiez déjà d'handicapés, de personnes handicapées avant oui, On doit dire personnes handicapées d'ailleurs. Quand on a lancé l'appel à témoins, je disais handicapés, on a reçu beaucoup d'appels de beaucoup de personnes handicapées. Non, je dis bien personnes handicapées. Vous êtes assez susceptible sur ce mot-là? Ah, je suis plus que susceptible, je suis intraitable. Pourtant, tout le monde dit handicapé. Enfin, j'ai pas l'impression de mal faire en disant ça. Est-ce que vous parlez des âgés? Non, c'est vrai. Jamais. Donc vous parlez des personnes âgées, et vous le faites comme ça. Et je crois que ça illustre surtout, on s'en sert et on s'en trouve blessé parce que ça nie notre personne. C'est ça, oui. Et que ce qu'on veut, c'est pas mettre en avant notre particularité, mais notre personne, notre façon d'être. Et qu'avant d'être handicapé, on est Jean-Luc ou Robert, plombier, électronicien ou autre. Et que le handicap est une particularité comme une autre, comme un blond roux. Bien sûr. Voilà. Oui. Votre vie avant l'accident, c'était déjà de vous occuper de personnes handicapées. Ouais. Hein? Vous étiez marié? Oui. Un enfant? Oui. Il y a l'accident qui arrive. Qu'est-ce qui se passe après? Le travailleur du handicap, le professionnel du handicap, on lui dit qu'il ne peut plus travailler parce qu'il est handicapé, ce qui est déjà un paradoxe assez étrange. Je suis né un petit peu dans la douleur de la contradiction, on va dire, de cette contradiction-là. Et puis la famille tient le coup, et heureusement, elle m'a aidé à tenir le coup, et je crois que je dois une grande partie du fait que je sois revenu un petit peu parmi vous, on va dire, parce qu'après un coma, on n'a pas forcément envie de surmonter tout ça, d'autant plus quand on sait qu'il y a une paraplégie derrière. Et quand on commence à en prendre conscience, et puis qu'au départ... Il faut du temps pour en prendre conscience? Il faut du temps. Non, moi, c'est assez rapide. Je dirais que j'ai bénéficié de mes connaissances précédentes. J'étais infirmier. Donc quand on m'a parlé de paraplégie, de système nerveux central, périphérique, moelle épinière, vessie, les escarres, tout ça, c'est quelque chose que je connaissais, c'est quelque chose que j'avais soigné. Donc j'ai été compétent tout de suite sur ma déficience, ce qui n'est pas le cas de beaucoup de personnes, parce que ils n'ont pas les connaissances adaptées, tout simplement. Ce qui va moins vite, c'est de faire le deuil de sa vie d'avant. Alors ça aussi, ça dépend des personnes. Certaines le font jamais, d'autres le font assez rapidement. Faire le deuil, c'est quelque chose, c'est qu'un mot, je dirais pratiquement ça. On peut pas faire, il n'y a pas beaucoup de comparaison avec faire le deuil. Quand on fait un deuil, on fait le deuil de quelqu'un d'autre. Comment faire le deuil de soi-même? C'est pas possible. On peut pas faire le deuil de soi-même. Il faut qu'on puisse rester ce qu'on est, mais différemment. Donc c'est pas vraiment un deuil. Je pense que le mot est même presque mal adapté. C'est un peu un deuil comme on doit faire à 60 ans le deuil de ses 20 ans. Oui, c'est ça. Ou à 40 ans. Vous êtes aujourd'hui président du groupement français des personnes handicapées. Vous présidez aussi le comité français de coordination de l'année européenne des personnes handicapées. C'est important cette année qui commence? J'espère que ça sera important. Ça sera... Mon expression est de dire souvent qu'il faudrait qu'on utilise en France et aussi en Europe. Et aussi en Belgique. Mais aussi en Belgique, en Europe en général, vraiment cette année européenne pour créer une espèce d'électrochoc culturel, qu'on ne regarde plus jamais les personnes handicapées de la même façon et qu'on voit derrière les émotions qu'on ressent face à la déficience, qu'on voit les personnes qui ont des capacités qui sont valables et qu'on voit toute la richesse qu'on peut tirer aussi de la contribution des personnes handicapées. Je crois que l'essentiel, il est là. Comment les personnes handicapées peuvent participer au développement des sociétés. Vous avez signé notamment Vivre après l'accident. Alors justement, cette vie après l'accident, le travail avec vos proches, justement, vous disiez vous étiez bien entouré par vos proches, c'était très important ça? J'ai été bien entouré, ça a été très dur pour eux. Moi, je suis toujours frappé de voir comment les autres, comment ceux qui m'aiment, ceux qui vivent avec moi, choisissent de porter les conséquences de ma déficience, qu'on appelle le handicap, mais sans être obligé. On se sent un poids justement à ce moment-là ou pas? C'est-à-dire que je les trouve formidables les gens qui vivent avec moi parce qu'ils choisissent de se taper toutes les difficultés. Quand le restaurant n'est pas accessible, ils ne peuvent pas y aller. Quand le film n'est pas dans une salle inaccessible, ils ne peuvent pas y aller non plus. Donc ils subissent un tas de conséquences. Quand il faut faire l'amour avec quelqu'un, il faut aussi qu'elle vive des frustrations et une adaptation qu'elle n'est pas obligée de vivre. Si je pouvais, mon handicap, je le mettrais de côté dans un placard et j'irais faire ma vie ailleurs.
c'est ce que l'autre à côté de moi a la possibilité de faire, et il ne le fait pas, il reste avec moi, et ça je l'admire. Votre relation de couple, ça a été l'une des premières interrogations quand vous êtes retrouvés cloués dans une C'est chaise. toujours, alors je peux parler pour les hommes paraplégiques, mais je crois que pour les femmes les questions sont à peu près les mêmes. La première question, mais je crois qu'il faut l'entendre certainement, j'ai appris peut-être à la décoder depuis avec les études. Une des premières questions qu'on entend chez les hommes quand on leur annonce leur paraplégie ou quand ils se réveillent dans le lit d'hôpital, c'est est-ce que je vais pouvoir bander? Comment je peux bander encore? Et je crois que c'est toute la symbolique de qui je suis. Comment je peux exister? Et les femmes, c'est est-ce que je vais pouvoir avoir des enfants? Alors que tout ça sont des questions qui sont plus des questions identitaires au départ. Ensuite, au bout de quelques mois, voire années, se pose la vraie question du savoir comment je peux faire l'amour et comment je dois faire l'amour. Comment est-ce qu'on apprend ça? Comment est-ce qu'on apprend? Alors, il y a des choses qui sont prévues, il y a des éducateurs qui vous apprennent ou il faut trouver... Non, on se débrouille. On se débrouille, on tâtonne, on cherche. On est comme des gamins qui n'avons aucune revue porno sous la main, parce que les revues porno ou les films érotiques ou tout ce qui parle d'amour et de sexe, c'est un discours de personnes non handicapées. Il n'y a pas de place pour l'invalidité, au contraire. Il y a de la place que pour la beauté, il n'y a pas de place pour l'imperfection. Et donc on est comme sans document, quoi. Parce qu'on est sans référence. Et donc, c'est qui? C'est l'ami paraplégique qui va me raconter comment il a fait avec sa copine. C'est celui qui vit depuis 20 ans dans un fauteuil roulant qui m'a appris à aller draguer et à aller rencontrer des gens. C'est moins satisfaisant ou on découvre autre chose? Ce qui a le plus manqué, excusez-moi, je vais reprendre la question, ce qui a le plus manqué, c'est vraiment mon ex-épouse qui, elle, aurait aimé rencontrer des épouses de paraplégiques pour savoir un peu comment ça se passait, comment elles pouvaient réagir. Elle n'a rien trouvé. Il n'y a pas de réseau, il n'y avait pas de réseau, il commence à se construire. Mais les épouses et les époux de paraplégiques, comment ils font avec ça? Qui va les guider, eux? C'est pas la personne qui est dans le fauteuil qui découvre aussi. Il faut que ce soit certains qui y sont passés. Juste après, moi j'aimerais donner la parole justement à Jean-Luc Simon. On arrive à la fin de l'émission, vous allez notamment coordonner pour la France la nuit européenne des personnes handicapées. Qu'est-ce que vous avez envie de dire? C'est un peu un message d'espoir ce soir, non? Ce qui est dit là, c'est un message d'espoir, mais ce qui est dit là, on est en train de se dire, mais les personnes handicapées auraient une vie sexuelle, auraient des désirs, ils seraient humains. Ben oui, nous sommes des personnes d'abord. Ça paraît tellement évident, mais c'est pas si évident. C'est ça qui est en question. Et je crois que la réponse, elle sera faite quand les personnes handicapées vivront l'intégration, vivront au milieu des autres, feront des rencontres, et puis ils seront comme tout à chacun, c'est-à-dire qu'ils vont rencontrer un jour la femme de leur rêve, qu'elle soit handicapée ou non handicapée, ça n'a pas d'importance.